retour dans ma région natale, je me rends au parc du Mont-Loup-Garou qui souffle cette année 2 chandelles pour en atteindre son sommet. Et en cours de sentier, je jase avec mon invité de randonnée en altitude et de ses effets sur le corps. Voyons, c'est où? Mon nom est Alexis, passionné de rando. Ma mission, vous faire découvrir les plus beaux sentiers de rando au Québec. Les Laurentides, c'est le royaume des parcs et ils nous accueillent les bras ouverts avec plus d'activités qu'on est sans doute capable de réaliser. Que vous soyez un amateur de plein air ou à la recherche d'un havre de paix où vous évadez, ces joyaux de la nature ont chacun des atouts qui vous feront passer des moments mémorables, comme je l'ai expérimenté moi-même plusieurs fois. De la randonnée pédestre à l'équitation, en passant par l'interprétation de la faune et de la flore, le vélo et les activités nautiques, le choix est vôtre pour explorer au mieux les parcs régionaux ou nationaux ainsi que les réserves fauniques des Laurentides. Envie de vous promener au bord d'un lac, de taquiner le poisson, de vous entraîner ou de faire une baignade rafraîchissante? Peu importe votre scénario, la région des Laurentides vous attend. Bienvenue au Parc du Mont-Loup-Garou à Sainte-Adèle, un parc devenu réalité depuis le 11 juin 2021. On peut y pratiquer le vélo de montagne, la randonnée pédestre, le ski de fond, la raquette et le fat bike. Et les chiens sont les bienvenus en laisse. Le parc compte 2 lacs, le lac Matelé et le lac Richer, qui, à eux, ont une flore et une faune exceptionnelles. Le parc est une servitude de conservation afin de protéger du développement urbain et de faire un legs inestimable aux générations futures. Question de pouvoir continuer à adopter un mode de vie sain et de pratiquer des activités de plein air non motorisées chez nous à Sainte-Adèle. Emmanuel Daigle est guide de randonnée d'aventure en haute altitude certifié par l'Association des guides de montagne canadiens. Il cumule aussi les titres d'instructeur en premiers soins, formateur, conférencier, chroniqueur et testeur d'équipements spécialisés. Il est aussi l'auteur de 3 ouvrages sur la préparation d'une aventure en haute altitude. Pour lui, aucun défi sportif n'est impossible si on s'y prépare sérieusement. En 2017, il fonde l'Académie Haute Montagne, la toute première plateforme francophone de formation en ligne créée pour aider tous ceux qui veulent partir à l'aventure en haute altitude. Hey! Salut Alexis! Salut! Comment ça va? Ça va bien, toi? Top shape. Hey, content de te voir, t'es descendu de ta montagne? Ben oui, ça arrive une fois de temps en temps. Là, t'es pas loin de chez toi. C'est ma cour arrière ici. C'est ça. Donc, tu connais un peu le parc? Ben oui. Écoute, Eh bien oui. Viens, je vais te montrer un peu notre trajet aujourd'hui. Super. Manu, passe-moi ton bâton. Je vais te montrer ça. Je vais jouer au professeur avec toi. Alors, on part d'ici, stationnement. On va commencer avec la Deveau, Milou. Et là, on va prendre Marais ensuite jusqu'à Loup-Garou, qu'on va longer jusqu'à Grande-Jaune, Rainette. Et là, on va atteindre le sommet. Puis au retour, on reprend la Loup-Garou. Assez simple, hein? Super. T'es prêt? Je suis prêt. All right, viens-t'en, c'est moi qui te guide aujourd'hui. All right, j'aime ça, moi. La randonnée est un combiné des sentiers Deveau, Milou, Marais, Grand-Jaune, Rainette, Wawara et Loup-Garou. Ils forment une boucle de 4,75 km, d'une durée approximative de 2h30, d'une altitude de 498 mètres, d'un dénivelé de 191 mètres et le niveau est débutant à intermédiaire. On continue, merci. Youhou! Bonne journée. Bonne journée. Ici, il y a plusieurs vélos de montagne qu'on peut rencontrer. Pour rester attentif, on les croise, il y a une grande cohabitation. Et ça, c'est grâce à Plein Air Sainte-Adèle. Toi, fais-tu du vélo de montagne? Non. OK, bien, continuons à marcher. On continue.
Manu, on arrive sur le petit lac Matelé, un endroit de prédilection pour la faune ici locale, entre autres les orignaux. Tu sais, ils viennent beaucoup parce qu'il y a plusieurs végétaux dans l'eau. On peut même voir une digue de castor juste là derrière. Il y a un endroit qui grouille de vie, grenouilles, oiseaux et compagnie. Insectes. Insectes aussi. Ici, on est au parc du Mont-Loup-Garou, mais la région des Laurentides, c'est la région au Québec qui possède le plus de parcs confondus, donc parcs régionaux, parcs nationaux. Il y en a une multitude. Toi, ta région préférée pour la rando, c'est quoi? Définitivement, c'est l'Himalaya. Ah oui? Je parle au Québec. Ah, au Québec, je te dirais Charlevoix. Charlevoix, j'adore. T'es un gars de haut sommet. Oui. Les milieux alpins, Oui, dénudés. c'est ça qui me fait vibrer. Oui, exact. Ouais. D'ailleurs, si on veut clarifier pour les gens à la maison, c'est quoi un trek? Un trek, en fait, c'est une randonnée en haute altitude. Puis c'est quoi la haute altitude? Définie par les chiffres, là, c'est 2500 mètres et plus. Donc, pour te donner une idée, là, Alexis, là, le mont Washington, c'est la plus haute montagne qu'on a dans le nord-est américain, Ouais. qui est à 1917 mètres. Donc, on n'est même pas en haute altitude. Puis à 2500 mètres, qu'est-ce qui change? En fait, beaucoup de choses changent. Au niveau atmosphérique, donc la pression barométrique va varier à la baisse. Il va y avoir une baisse de la température. Il va y avoir une augmentation du rayonnement solaire énorme, Ouais. énorme. Baisse de l'humidité relative. Donc, c'est comme 4 facteurs climatologiques qui pourraient définir la haute altitude. Puis éventuellement, un peu plus haut, l'oxygène qui va se raréfier. C'est sûr, à cause de la pression qui Ouais, baisse. c'est ça, exactement. On va en reparler de ça. Oui. C'est intéressant, on va pousser un petit peu plus loin. La capsule équipement de rando, une présentation de la boutique randonneur.ca. La place pour les passionnés. Je te présente le sac de couchage OHM pour la longue randonnée de Thermarest. Lorsque tu as besoin d'un poids léger et d'une compressibilité absolue et que tu ne peux pas te passer de chaleur ni de confort, l'OHM est dur à battre. Pesant à peine 635 grammes, le sac de couchage OHM apporte un équilibre aux activités dans l'arrière-pays avec un ajustement spacieux et la possibilité de se convertir en une couette pour 2 personnes. Le OHM de la série Fast & Light offre un confort 3 saisons avec son duvet hydrophobe de Cote 900 qui absorbe 90 moins l'humidité et sèche 3 fois plus vite. La construction à cloison en caisson à efficacité thermique maintient une répartition constante de la chaleur tandis que l'isolation zonée à cartographie thermique donne la priorité aux zones de chaleur clés. Le tissu extérieur ultra léger et le duvet très gonflant maintiennent le poids total et la taille de l'emballage à un minimum absolu. Unique dans sa catégorie, une fermeture à glissière pleine longueur s'étend complètement autour de la boîte à pied, lui permettant d'être ouverte à plat comme une couette pour plus de confort et de mobilité lors des nuits chaudes. Il est certifié Responsible Down Standard, certification qui garantit que les oiseaux aquatiques de la chaîne d'approvisionnement en duvet sont traités avec humanité. Parfait pour la longue rando, il est très polyvalent sans sacrifier une once de performance. Sa zone de confort se situe au-dessus de 0 degré, mais peut offrir une protection jusqu'à moins 6 degrés. Top rando? Parfois, ça change vite. Tu vois, là, on est obligé de s'abriter pour la pluie un peu, de changer de vêtements. Et puis, bien là, déjà, ça se dégage de nouveau. Mais c'est la même chose en montagne, hein? La haute montagne, ça change rapidement. Ah oui, ça fait partie omniprésente de la haute montagne. Puis maintenant, ce que je dis à mes voyageurs, c'est qu'il faut se préparer à tout avec les changements climatiques. Pluie, neige, grêle, vent, vraiment de tout. C'est pour ça que bien se préparer avant le départ, c'est primordial. Emmanuel, on a un équipement aujourd'hui assez standard de randonneur, mais ça change pas beaucoup hein, quand on va en trek. Non, c'est pas mal la même chose qu'on va porter. C'est juste les épaisseurs de vêtements selon la température. Puis, à certains endroits, si on passe sur un glacier, par exemple, ou sur de la neige durcie, ça va prendre des crampons ou peut-être un harnais, une corde, dépendamment des projets qu'on veut faire, même un piolet
de marche, on aurait besoin des fois. Exactement. Puis toi, comme guide, quand tu pars avec des gens où tu sais qu'on va avoir besoin de marcher avec des crampons, peut-être se servir d'un piolet de marche, à la limite même pratiquer une glisse avec le piolet pour s'arrêter, ce qu'on appelle communément un self-arrest dans le milieu, dans le jargon. Est-ce que c'est toi qui les entraînes avant de partir? Comment tu fais ça? C'est sûr qu'on donne de l'information, on coach les gens à savoir quoi faire dans ces situations-là. C'est super important. Il ne faut pas arriver sur un terrain inconnu. Pour la première fois de ta vie, tu vis ça. C'est pas une bonne idée. Il faut vraiment être préparé à l'aventure dans laquelle on s'embarque. Est-ce que tu aides les gens à faire leur sélection? Par exemple, une botte, qui est probablement l'équipement le plus important du randonneur. Évidemment que oui. Donc, tout ce qui englobe le pied, bottes, fausses semelles, le bas qu'on va utiliser, ça a une immense importance dans notre choix puis dans notre agrément en bout de ligne. Là. Absolument. Et là, on pourra aborder un peu plus tard les éléments de sécurité en haute altitude. Et il y a des choses que tu apportes avec toi, inévitablement. Je pense à ton petit baril spécifique. On l'expliquera tantôt. Je pense que ça va être bien intéressant. Tout à fait. Manu, la haute altitude, c'est sérieux. Il y a des problèmes qui peuvent survenir. Absolument. Écoute, on parle de mal aigu des montagnes, œdème pulmonaire, œdème cérébral. Bref, je ne veux pas faire peur à personne, mais c'est un environnement qui est très hostile, puis il faut faire vraiment attention. Ce qu'il faut retenir, c'est que si on respecte des règles de base, donc une ascension qui est progressive. C'est quoi une ascension progressive? C'est qu'on a dit que la haute altitude, c'était 2500 mètres et plus. À partir de cette altitude-là, on devrait graver pas plus de 400 mètres par jour. Puis, à partir d'un plateau de 3000 mètres, on devrait dormir 2 nuits consécutives. Donc, à chaque palier de 1000 mètres à partir de 3000, on dort 2 nuits consécutives. On monte 1000 mètres, ça va dans la journée. Mais donc, l'idée, c'est de ne pas coucher là. C'est de revenir coucher plus bas pour faire un maximum de 400 mètres. Absolument. De montée. C'est tout à fait vrai. Puis ça va aider notre processus d'acclimatation qu'on appelle. On est dans une zone qu'on appelle à haut risque. Donc, il faut être vraiment vigilant. Tous les signes et symptômes, s'il y a quoi que ce soit, on redescend puis il n'y a plus de problème. Donne-moi un exemple. Par exemple, l'œdème cérébral. C'est quoi les premiers signes? Bon, l'œdème cérébral, c'est particulier parce que la personne qui est atteinte d'œdème cérébral ne le saura même pas. Je veux dire, comment ça va, Alexis? Tu vas me dire bleu. Attends une minute, là. Tu n'as même pas répondu à la question. Tu ne seras pas capable de marcher sur une ligne droite, par exemple, la taxie qu'on appelle. Donc ça, c'est des signes clairs que tu es atteint d'œdème cérébral. Mais ça, là, c'est le pire des cas. Par contre, l'œdème pulmonaire, ça arrive plus fréquemment. L'œdème pulmonaire est plus fréquent, un petit peu moins mortel, mais hyper grave. Et cérébral et pulmonaire, c'est une évacuation à l'hôpital direct. Contrairement au mal aigu des montagnes, celui-là, si les symptômes sont résorbés, on peut continuer notre ascension. Dans le cas où tu quittes, toi, avec des clients, par exemple, je sais que tu apportes beaucoup de matériel préventif pour ça. Entre autres, un baril, on l'a abordé tantôt. Qu'est-ce que tu y caches? Oui, qu'est-ce que j'y cache? On a vu qu'il y avait de l'oxygène là-dedans. L'oxygène n'est pas fait pour monter, pour moi, et fait vraiment en cas d'urgence. Il va y avoir un caisson hyperbare, mais maintenant, on doit appeler un caisson portable de recompression, c'est le vrai terme. Ça, ce que ça va faire, c'est que ça va recréer une pression. Donc, c'est comme si, je te donne un exemple, je te descendais d'un coup sec de 2300 mètres. Donc, c'est gigantesque ce que ça peut faire à ton corps, c'est phénoménal. Donc, ça va améliorer la condition de la personne et puis là, on peut descendre beaucoup plus facilement. Là. Fait qu'il va avoir ça, il va avoir, qu'est-ce qu'il va avoir dans ce fameux baril-là? Il va avoir un saturomètre. J'ai toujours cet appareil-là qui va calculer la saturation d'oxygène dans le sang. Et là, pour peut-être revenir à la base et expliquer l'acclimatation, en fait, l'idée, c'est de produire le plus possible de globules rouges pour transporter plus d'oxygène dans le sang parce que le sang s'épaissit avec l'altitude. Exact. Ça, c'est le phénomène, ce que tu viens de dire, c'est le phénomène d'acclimatation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, ton corps, il réagit de façon aiguë à l'altitude. Donc, il va dire « Ah, qu'est-ce qui se passe? Donc, je vais me mettre à augmenter ma fréquence cardiaque. Ma fréquence, mon volume respiratoire va augmenter aussi. Je vais produire plus d'urine aussi pour stabiliser mon niveau de pH dans mon sang, mon acidité dans mon corps. » Ça, c'est les réactions primaires. C'est un ajustement, mais à un moment donné, ton corps dit « Wow, je ne continuerai pas comme ça toute ma vie. Je vais produire plus de globules rouges. » Et c'est cette surproduction de globules rouges accrue qu'on appelle l'acclimatation. Mais ça arrive entre la 7e et la 10e journée après la première exposition à la haute altitude, en haut de 2500 mètres. Fait que si tu me comprends bien, les gens qui vont graver le Kilimandjaro en 5 à 7 jours ou 10 jours ne seront jamais acclimatés. Tout au mieux, leur corps va s'ajuster. À l'inverse, on peut mieux comprendre les athlètes qui vont en haute altitude pour s'entraîner, produire ces globules rouges-là, puis avoir un peu plus d'oxygène facile dans le sang, puis avoir de meilleures performances. Exact. Ça fait une énorme différence. Ouais. Les gens qui reviennent d'une expédition en haute altitude de plusieurs mois, disons, bien, appelez vos amis, puis faites une course
course, vous allez gagner. Non, exactement. Écoute, on va continuer notre rando. J'aimerais ça qu'on parle un peu plus de la préparation avant de partir en haute montagne. Tout à fait. On vient d'emprunter le sentier de la Rainette et là, on s'en va vers notre objectif, le sommet du mont Loup-Garou. Tu penses-tu qu'on a commencé à produire des globules rouges? À quel moment est-ce qu'on peut reprendre la randonnée après une grossesse? Je vous donne quelques conseils. Aujourd'hui, je reçois Pascal et Livia qui ont bien hâte de reprendre la randonnée avec la belle saison qui approche. Les premières semaines devraient être réservées à la récupération et à l'adaptation à la nouvelle vie qui s'est pointée le bout du nez. C'est une période typique d'altération du sommeil et de la routine et des changements hormonaux. Recommencer à bouger de façon progressive après votre grossesse vous donnera de l'énergie et aidera à améliorer votre sommeil. Je vous conseille de débuter par de courtes marches, idéalement plusieurs fois par jour. Vous pouvez même inclure dans votre routine des activités comme la natation, le yoga, le pilates et l'entraînement musculaire. Voici 3 exemples d'exercices que vous pouvez faire à la maison. Donc aujourd'hui, on va faire l'exercice du pont avec Pascal et Livia. L'exercice, Pascal, tu vas garder les jambes ouverts à la largeur de tes hanches, les pieds bien au sol, excellent. Tu vas rentrer les abdominaux, serrer les fessiers et lever le bassin. Excellent. On va faire 10 répétitions, toujours avec un bon contrôle. Puis, puisqu'on devient confortable à faire l'exercice, on peut progresser à 3 séries de 10 répétitions. Donc, on va faire l'exercice de renforcement des stabilisateurs lombaires. On va activer un peu la chaîne abdominale en faisant l'exercice à 4 pattes. Donc, Pascal, on va mettre les bras de chaque côté de Livia. Super. Tu veux garder le dos bien droit, rentrer les abdominaux. On va lever le bras et la jambe opposée. Super. Rentre les abdominaux. On peut faire 10 répétitions de chaque côté. On va faire un exercice d'étirement lombaire qui s'appelle la position de l'enfant. Donc, Pascal, tu vas déposer les bras de chaque côté de Livia, les fesses sur les talons. On maintient la position pendant 30 secondes et on fait 3 répétitions de suite. La reprise de la randonnée peut se faire généralement autour de 4 à 6 semaines après votre accouchement et avec l'accord de votre médecin traitant. La randonnée d'intensité légère permet de profiter de l'extérieur et de faire le plein de vitamine D sans fatigue excessive. Dès les premières sorties, soyez à l'écoute de votre corps et respectez vos signaux de fatigue. Si vous surchargez davantage votre corps par l'entraînement, vous allez ressentir l'effet inverse, soit une fatigue grandissante, des douleurs au dos ou même de l'incontinence urinaire. À noter qu'après un accouchement, toutes les femmes peuvent bénéficier d'une évaluation en rééducation périnéale, même celles dont l'accouchement s'est bien déroulé ou qui ont eu une césarienne. Cette prise en charge vous aidera à récupérer votre forme physique plus rapidement, tout en prévenant et traitant les fuites urinaires et les maux de dos. Bonne rando! Oh, ça, c'est une belle découverte. C'est un champignon, on l'appelle le polypore soufré. Belle couleur orangée, c'est comestible et ça pousse sur des feuilles. Manuel? Oui. On va prendre une petite pause si tu veux. Là, on est à la moitié du chemin à peu près sur la Rainette, en fait, ce secteur-là. Et là, je vais profiter de la pause pour revenir avec toi sur la planification, la préparation avant de partir sur un trek de haute altitude. Il y a des choses à faire et à penser. Il y a plein de choses à faire et à penser, puis il ne faut pas non plus, ce que je dis toujours aux gens, c'est de ne pas regarder YouTube puis des vidéos promotionnelles puis dire « Wow, j'y vais demain matin, je signe ». Non, il faut se renseigner comme il faut. On peut acheter des livres pour se renseigner
sur le sujet. Entre autres, j'ai écrit 3 ouvrages maintenant sur la préparation d'un trek en altitude. Il y a des formations aussi. Il y a une formation toute nouvelle, en fait, avec Rando Québec pour préparer les gens au suivi de la santé en haute altitude. Je te donne un exemple. Moi, tous les jours, avec mes propres clients, je fais un bilan médical complet, quotidien, avec chacun d'eux. Mais tout est formaté là-dedans. C'est tout de l'objectif. Donc, c'est des observations que je fais. Donc, toute cette connaissance-là, les gens peuvent avoir ça puis être autonomes après, partir dans leur propre aventure, mais en toute connaissance de cause. OK, oui, c'est ce que tu m'expliquais, là. C'est la formation, le plan cadre de Rando Québec. Exactement. En fait, il y a 2 plans cadres qui ont été faits pour le suivi de la santé en altitude. Il y en a un pour les pratiquants, puis il y en a un autre pour les encadrants. Les encadrants, c'est les guides, en fait. Monsieur, madame, tout le monde qui veut partir peut s'inscrire au niveau pratiquant, qui est sur 3 jours quand même, seulement sur le suivi de la santé en altitude. Puis l'encadrant, lui, il veut une 4e journée pour aller plus loin dans la matière, évidemment. Là, je te pousserai pas, mais j'ai hâte de voir le refuge. On va avancer un peu sur notre sentier. Let's go! Belle vue ici. Bien oui. On voit les pistes de ski là-bas. Beau refuge aussi. Refuge rustique, quand même. Tu sais, ici, le Mont-Loup-Garou, c'est le plus haut de la MRC des Pays d'en haut. Tu devrais savoir ça. Oui. 498 mètres. Ouais, c'est ce qui fait qu'on a une belle vue, d'ailleurs, sur les montagnes environnantes, ici, puis sur le cap, juste avant. Hey, Alexis, tu m'avais pas parlé d'une bière, toi? Ah oui! Écoute, tu me connais, hein? Hey, super belle journée. Chill. Manuel, santé. Ça goûte le fruit. Oui, moi aussi. Hey, dis-moi donc, Manu, qu'est-ce qui s'en vient avec toi, là, puis l'Académie? L'Académie, il y a beaucoup de nouveautés. Au mois d'août, on va refaire plein de capsules vidéo. Et tous ceux qui veulent se préparer pour aller en haute montagne, c'est l'académiehaute-montagne.com. Même pour les gens qui veulent faire de la rando, il y a une grosse formation juste sur l'équipement. Donc, c'est comme un méga guide d'achat équipement. Ouais. C'est vraiment complet, là. C'est toujours en mise à jour, en évolution. Continuel, puis ce qui est intéressant, c'est que moi, je le vends comme j'aimerais l'acheter, c'est-à-dire que tu paies une fois, c'est tout. Donc, toutes les nouveautés, tu n'as pas jamais à repayer, il n'y a pas d'abonnement, c'est un frais une fois, puis tu as accès illimité à toutes tes capsules. Tu peux te remettre à jour constamment. Tout à fait. Puis il y a ton livre, sinon, si on préfère le papier encore, ton guide qui va présenter une nouvelle édition bientôt. Il y a un chapitre dédié à la femme et l'altitude, c'est le premier livre au monde que ça. Qui parle de ça. Parce qu'il y a des spécificités. Bref, on traite de tout de A à Z. Écoute, c'est génial. Si on veut te suivre, je sais, bon, évidemment, il y a le site web de l'Académie. Tu as un site personnel aussi? Oui, mon site personnel, emmanueldeg.com. Puis sur les réseaux sociaux aussi, Facebook, Instagram. Bonne suite, mon ami. À une prochaine. Oui.